la météo avec Coloca et sa salle des banquets multifonctions, Il Palazzo. Bonsoir à tous et à toutes, ravi de vous retrouver ce soir. Le temps sera calme dans la majeure partie du pays avec une température minimale estimée à 23 degrés au nord-ouest et à l'ouest Cameroun, tandis qu'on atteindra les 29 degrés au nord Cameroun. Attention à la chaleur, on sera à 27 degrés dans la région du littoral ainsi que dans la région du centre Cameroun, 25 degrés attendus dans la région de l'Adamawa, à l'est et même au sud Cameroun. Dans les précisions, allons faire un tour dans la forêt ce soir. C'est un ciel nuageux dans toutes les villes demain matin, des températures assez agréables, 26 degrés par exemple dans la ville des Boulevards. Par la suite, nous allons dans la région de l'Adamawa, un ciel éclairé tout au long de la nuit, des températures assez fraîches au petit matin, comme à Meganga, 19 degrés. Nous terminons avec le littoral Cameroun, des températures toujours assez hautes dans la nuit, 25 degrés le cas de Douala. Demain matin, on aura 21 degrés à Konsamba et même à Edea. Ce soir, je vous amène à la découverte des célèbres lacs mâles et femelles de Manengumba. À très bientôt. Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue au 20h30. Voici la une du journal ce soir. Scrutin législatif. Les résultats sont connus. En attendant les 13, 167 visages de députés dévoilés. L'audience solennelle de proclamation des résultats a été présidée par Clément Atangana, le président du Conseil constitutionnel. Drame de Ngarbou dans le nord-ouest, la mise au point du gouvernement camerounais sur le rapport de l'ONG Human Rights Watch. Le ministre de la Communication a réaffirmé l'engagement du Cameroun à faire la lumière sur le malheureux incident. Et puis Cameroun-Tchad, une coopération qui se porte bien et qui se matérialise chaque jour un peu plus. Le pont sur le Logon, dont les travaux de construction sont officiellement lancés, vient sceller ce lien fraternel, amical et économique entre les deux pays. Voilà pour les titres. Madame, Monsieur, bonsoir une fois de plus. Merci de nous recevoir chez vous. Élection législative du 9 février dernier. Les résultats validés par le Conseil constitutionnel ont été proclamés ce vendredi au cours d'une audience solennelle présidée par Clément Atangana, le président du Conseil constitutionnel. Pour la 10e législature donc, 167 visages sont connus sur les 180 députés de la Chambre basse du Parlement et de nouveaux partis politiques font leur entrée à l'Assemblée nationale. Une cérémonie fort courue que nous décrit ici Thérèse Yolande Dima. Du beau monde ce vendredi au Palais des Congrès de Yaoundé, à l'occasion de la cérémonie solennelle de proclamation des résultats de l'élection des députés à l'Assemblée nationale. Aux premières loges des présences remarquables, reflet de ce que la capitale politique du Cameroun regorge en termes de personnalités de divers plans, politiques, administratifs et diplomatiques. Le gouvernement quasiment au complet, les représentants des deux chambres du Parlement, le pouvoir judiciaire et le corps diplomatique. Des invités de marque venus vivre ces grands moments de vitalité de la démocratie camerounaise, résultat d'un processus électoral bien mené avec à la clé une élection libre, transparente, paisible et crédible comme l'a relevé le président du Conseil constitutionnel Clément Atangana dans son propos liminaire. Suivra ensuite la lecture des résultats de l'élection par région et par circonscription électorale, un exercice auquel vont se livrer les différents conseillers de la haute juridiction. Clément Atangana va reprendre la parole pour un récapitulatif au niveau national. L'élection a mobilisé près de 6,5 millions d'électeurs, un peu plus de 3 millions de votants pour un taux de participation de 45,98%. Le RDPC rafle la mise avec 139 sièges, suivi de l'UNDP 7 sièges. Le SIF et le PCRN sont à 5 députés. L'UDC 4, le FSNC 3, le MDR et l'UMS 2 sièges chacun. La réponse du gouvernement de la République du Cameroun face à ce qu'il appelle des affirmations infondées et outrancières contenues dans le rapport de l'ONG Human Rights Watch
par la voix du ministre de la Communication. René-Emmanuel Sadi, au cours du point de presse qu'il a donné hier soir à Yaoundé, a déclaré que le gouvernement de la République rejette en bloc les allégations contenues dans ce rapport et rappelle qu'à la suite de l'incident de Ngarbo dans le Nord-Ouest, le président de la République a prescrit une enquête en vue de clarifications approfondies. Voici le compte-rendu de Franck Evina. Faux et archi-faux. Le rapport de Human Rights Watch sur l'incident de Ngarbo est un ramassis de déclarations infondées et de faits montés de toutes pièces. L'interpellation le 24 février 2020 d'un dangereux terroriste sécessionniste dénommé Fort Yakubu et l'exploitation de son téléphone portable ont permis d'établir que l'intéressé entretient d'étroites relations de complicité active avec Madame Hilaria Aligrosi. Cette dernière demande au terroriste, alors présenté comme un spécialiste du trucage d'images destiné à la propagande sécessionniste, de lui fournir des documents visuels montrant les forces camerounaises de défense et de sécurité en train de commettre des violences sur des civils. Dans un rapport publié le 25 février dernier, l'ONG attribue aux forces armées un prétendu massacre de 21 personnes, des incendies d'habitation et de nombreux actes de pillage, avec la complicité de plusieurs membres de l'ethnie Peul Mbororo à Ngarbo. Le ministre de la Communication rappelle tout de même qu'en dépit de la mise au point déjà faite sur cette affaire par le gouvernement, le chef de l'État a prescrit une enquête plus approfondie. Alors que l'enquête est en cours, l'ONG Human Rights Watch s'est empressée de publier un bilan erroné de ce regrettable incident. Mais le gouvernement rassure, cela ne peut saper le moral des troupes, encore moins rompre le lien armée-nation. Cette communication gouvernementale sera intégralement diffusée sur les antennes de la CRTV juste après ce journal. Elle contient des images de nos forces de défense et de sécurité en pleine harmonie avec les populations des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Dans le cadre de ces activités dont civilo-militaires, mais compte tenu des images fortes et insoutenables d'atrocités perpétrées et commises par les séparatistes armés dans ces régions, la CRTV a choisi de ne pas diffuser entièrement ces images, ceci afin de ne pas heurter la sensibilité de nos téléspectateurs. Rendez-vous donc avec l'intégralité du point de presse à la fin de ce journal. L'Observatoire du développement sociétal dénonce la cabale contre les forces de défense et de sécurité, cabale orchestrée dans le rapport de l'ONG Human Rights Watch. Le coordonnateur de cette organisation de la société civile a donné un point de presse cet après-midi à Yaoundé avec des images à l'appui sur les violences commises sur la communauté Mbororo dans la région du Nord-Ouest. Séverin Alegambélé. Face à la presse mobilisée pour la communication intervenant à la suite des allégations de l'ONG Human Rights Watch dans son rapport publié en date du 25 février sur le prétendu massacre de Ngarbo dans la région du Nord-Ouest, le message des responsables de l'Observatoire du développement sociétal. Voilà. Nous allons certainement revenir sur ce reportage de Séverin Alegambélé. Le temps pour moi de mettre à votre connaissance cette motion de soutien et de déférence adressée à son Excellence Paul Biya, président de la République, chef de l'État par les forces vives du Sud. Les forces vives du Sud réunies donc à Ebolova le 24 février 2020, ayant appris avec stupéfaction les allégations à tout le moins surprenantes et inélégantes du président d'un grand pays ami, la France, constatant que ces propos portent atteinte à l'honorabilité, à la crédibilité, au prestige, à la visibilité du chef de l'État, son Excellence Paul Biya, et au rayonnement international de notre cher et beau pays, le Cameroun, ulcéré à la suite de l'interpellation véhémente et irresponsable par un citoyen résidant illégalement en France et se réclamant d'une filiation camerounaise, condamne avec la dernière énergie les allégations sur les prétendues pressions exercées sur le président de la République du Cameroun, réitère donc leur soutien indéfectible à son Excellence Paul Biya, président de la République, chef de l'État, président national du RDPC, qui conduit l'État à la grande satisfaction de tous les citoyens de bonne volonté et de tous les pays amis, dont la France. Fait à Ebolova le 24 février 2020.
L'Observatoire du développement sociétal, je vous le disais à l'instant, dénonce la cabale contre les forces de défense et de sécurité camerounaises, cabale orchestrée dans le rapport de l'ONG Human Rights Watch. Le coordonnateur de cette organisation a donné un point de presse à Yaoundé. Voici les détails avec Séverin Alégambélé. Face à la presse mobilisée pour la communication intervenant à la suite des allégations de l'ONG Human Rights Watch dans son rapport publié en date du 25 février, sur le prétendu massacre d'un Garbou dans la région du Nord-Ouest, le message des responsables de l'Observatoire du développement sociétal est allé droit au but. Selon eux, c'est un rapport biaisé contre le gouvernement, les forces de défense et de sécurité, en dépit des informations fiables disponibles. L'Observatoire tient à dénoncer avec emphase cette cabale contre le gouvernement du Cameroun sur la base d'un témoignage erroné sans aucun recoupement et s'insurge contre cette diabolisation des forces de défense pendant qu'un silence complice est observé par Human Rights Watch concernant toutes ces exactions commises par des séparatistes contre des populations civiles. Il est particulièrement à déplorer le génocide organisé par des bandes séparatistes dans le nord-ouest contre les populations Bororo, notamment les massacres du bétail et des populations civiles perpétrés qui nous édifient sur l'intention réelle d'installer le chaos dans cette région, en particulier au Cameroun en général. Cette bonne nouvelle pour les personnes victimes d'arnaques à travers les opérations de transfert d'argent par téléphone dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Le ministre de l'administration territoriale s'est entretenu avec les opérateurs de téléphonie mobile. Paul Atangandji leur a donné un délai ferme pour trouver une solution à ces arnaques. Le MINAT est au micro, le ministre de l'administration territoriale est au micro de Ariel Olivia Moboué de CRTV Centre. J'ai passé 4 jours à Bamenda et les statistiques sont quand même assez inquiétantes. Pour les régions du Nord-Ouest et Sud-Ouest, si on prend le mois de novembre, décembre 2019 et janvier, février de 2020, les honnêtes citoyens dans les deux régions ont payé près de 540 millions de francs CFA aux terroristes à titre de rançon. La deuxième doléance, les populations disent que lorsque vous faites une erreur de chiffre, par exemple, le dernier chiffre d'un numéro c'est 45, mais au moment d'envoyer l'argent, vous mettez plutôt 47 au lieu de 45, l'argent est parti. Et celui qui envoie l'argent n'a plus le moyen d'arrêter cette opération. Donc nous avons appelé les responsables de MTN et Orange pour réfléchir ensemble, pour voir comment on peut mettre un terme à ces anarques. Le Cameroun et le Tchad seront liés par un nouveau pont entre Yagua et Bangor sur le fleuve Logone, dont la pose de la première pierre a eu lieu hier au cours d'une cérémonie présidée par Idriss Déby Itno, le chef de l'État tchadien, et en présence de Joseph Dione Goutté, le Premier ministre représentant le chef de l'État camerounais. Le président tchadien a salué ce renforcement de liens de coopération entre les deux pays, des liens fraternels et économiques qui traduisent une politique volontariste. Je vous propose d'écouter Idriss Déby Itno au micro de Laurentine Bekono. Je voudrais vraiment saluer au nom du peuple tchadien, surtout la façon volontariste de mon frère le président Paul Biya quand il s'agit du Tchad. Connaissant très bien que c'est un pays enclavé, un pays frère, avec qui nous avons des relations fraternelles très très fortes depuis toujours. Les deux peuples se connaissent depuis toujours. Il ne faut pas oublier que c'est lui, grâce à lui, que vous avez votre pétrole sur le marché international. Et aujourd'hui, le président Biya, d'une manière très volontariste, vous offre la possibilité d'importer et d'exporter maintenant à partir de la ville de Bangor. C'est un outil de développement, c'est aussi un outil d'intégration. Je crois que s'il y a un exemple type, il faut se féliciter de l'intégration qui se fait
Au niveau même de la sous-région de l'Afrique centrale, l'exemple du Tchad du Cameroun est un exemple très fort qui peut être suivi par les autres pays aussi. Donc voilà, nous ne sommes pas arrêtés à ces points, nous avons aussi l'interconnexion entre la ville de Yagua et l'électricité entre la ville de Yagua et Bongor aussi. Et toujours dans le domaine de l'intégration sous-régionale, la mise en place d'un réseau commun de télécommunications en zone CEMAC préoccupe les ministres en charge des télécommunications de cette zone. Ils sont réunis depuis ce matin à Douala pour rechercher les voies d'une meilleure intégration sous-régionale dans le domaine des télécoms. Christy Kondo de CRTV Littoral. La politique du free roaming ambitionne de révolutionner le marché des affaires dans la sous-région. Appels, SMS, accès à Internet, les usagers vont bénéficier d'une harmonisation des tarifs entre les 6 pays membres de la CEMAC. Un nouveau système qui va s'appuyer sur la création d'un réseau unique téléphonique communautaire. Une aubaine pour les opérateurs économiques camerounais. La CEMAC veut renforcer l'intégration régionale, mais l'intégration régionale numérique va aller tellement vite qu'elle va renforcer toutes les autres. Et le Cameroun en tire un grand bénéfice puisque nous sommes déjà engagés dans le développement de l'économie numérique. Et à travers le free roaming, le marché de la CEMAC est ouvert pour tout le monde. Dans nos start-up, quand nous voyageons, nous n'aurons plus de soucis à changer de puce. Les ministres en charge des télécommunications se sont réunis pour poser les bases d'un free roaming efficace. En une journée, ils ont analysé les travaux préalablement effectués par les experts du domaine. Un examen qui a abouti à la validation d'un projet de règlement pour une régulation sûre de cette nouvelle formule du service de roaming. La suppression du surcoût des frais d'itinéraire imposés par les opérateurs de télécommunications est donc en route. Le Gabon et le Congo l'ont déjà appliqué. Les autres pays membres de la CEMAC vont s'y arrimer d'ici le début du second semestre de l'année 2020. La 30e session du secrétariat technique du comité de compétitivité s'est réunie cette semaine à Yaoundé, session présidée par Protais Ayangma. Cette session a permis de faire le bilan des activités de 2019 et de déceler les goulots d'étranglement qui freinent nos entreprises dans la compétitivité sur le marché international. Plus de précisions avec Étienne Pascal Azégue. Les dernières performances du Cameroun en matière de compétitivité et de climat des affaires sont peu élogieuses. Tenez par exemple, le rapport 2019 du World Economic Forum classe le pays à la 123e position sur 141 évalués dans le hit-parade mondial de la compétitivité des nations. Plusieurs paramètres sont à l'origine de la contre-performance. Il y a des secteurs sur lesquels nous sommes assez faibles en termes d'infrastructure. Ça a été pointé du doigt. On n'est pas en mesure de produire une énergie suffisante et à un prix raisonnable pour permettre de produire des biens et des services qui puissent faire compétition aux autres. Ces informations témoignent à suffisance de l'ampleur des défis que notre pays doit relever dans sa marche vers l'émergence. La croissance est une évolution soutenue, n'est-ce pas, du PIB, donc le PIB étant la somme des richesses. Donc si nous ne gardons pas, nous ne conservons pas, nous n'accroissons pas ces parts de marché, nous ne pourrons donc pas garder, n'est-ce pas, nos richesses. Au contraire, elles vont s'amenuire. Parlons maintenant du programme IMO PNDP. Phase 2 et ses réalisations concrètes au profit des populations, la réhabilitation de la route communale à Guémé et alentour dans la région de l'extrême nord a coûté quelques 280 millions de francs CFA. Autre résultat, 6 mois après, des femmes gestionnaires d'ateliers de couture à Kabara et Dina. Daniel Menanga est allé voir. Voici son reportage. La joie d'être autonome dans le futur, chevillée au corps. La femme rurale Massa se prend même à rêver d'une place dans le monde de la mode. Avec 280 millions de francs CFA, le programme IMO-PNDP dévoile leur potentiel et leur volonté à participer au développement de Guémé, 250 km de Marois dans l'extrême nord. Ces femmes ont travaillé dur sur cette piste rurale avec 200 autres jeunes. La plupart des activités, notamment les activités rizicoles et pastorales, se passent
du côté ouest. Et là, c'était vraiment bloqué. Même à pied, on ne peut pas passer. Et si vous voulez vous rendre au chef-lieu, vous avez à faire d'abord 22 km pour vous rendre à Yagua et faire 22 km maintenant pour revenir vers Guémé. Guémé, Ouaidoua, Gabaray, 11,4 km de route, 3 localités qui se rallient aujourd'hui comme un jeu d'enfant. Le ministre des Finances, Louis-Paul Motazé, a reçu en audience ce vendredi, une délégation de la Banque internationale pour le commerce et l'épargne au Cameroun, la BICEC, conduite par son président du conseil d'administration, Jean-Baptiste Bokam. Au centre des échanges, les innovations à venir avec l'arrivée de la Banque centrale populaire du Maroc comme actionnaire majoritaire. Je vous propose d'écouter Fahel Mokwar, le directeur général adjoint de la Banque marocaine. Il est au micro de Étienne Pascal Azegue. Sont le centre des préoccupations de la BICEC pour les années à venir et également que la BICEC sera là pour accompagner l'ensemble du tissu économique camerounais pour être un agent accélérateur du développement du pays. Nous avons lancé un programme vaste dans le pays d'origine, au Maroc, qui peut être source d'inspiration. Nous sommes en train de travailler sur un nouveau plan stratégique. Je parle sous le contrôle de mes amis, nous sommes en train de parler environ 40 milliards de francs CFA. Les jeunes de la région de l'Est, de l'Ouest Cameroun et le collectif des jeunes patriotes avec Paul Biya disent non à l'ingérence étrangère au Cameroun. Une marche patriotique s'est déroulée ce vendredi à Bafoussam. Une marche pour réitérer leur attachement aux institutions de la République et à ceux qui les incarnent. André Aristide et Combat de CRTV Ouest nous en dit plus. Jeunesse camerounaise, patriote, respectueuse des institutions et ceux qui les incarnent, qui est sorti à Bafoussam dire non à l'ingérence étrangère. Nous sommes un pays de paix. Nous, les jeunes citoyens de la région de l'Ouest, sommes mendiants de la paix comme notre président. C'est dans la paix que nous allons développer notre pays. C'est dans la paix que nous allons atteindre l'émergence de 2035, prônée par le chef de l'État. Sur près de 3 km, elle a marché en brandissant des slogans républicains dignes d'un Cameroun debout, jaloux de sa liberté. La jeunesse de la région de l'Ouest, intégrée dans le collectif des jeunes patriotes avec le président Paul Biya, a délivré son message devant le préfet de la MIFI, à qui a été remis la motion de déférence et de soutien de la JAPABI. La jeunesse de l'Ouest a été massivement représentée ici pour dire non aux imposteurs politiques. Le Cameroun est un État indépendant et son Excellence Paul Biya est le président démocratiquement élu. Il est légitime. Le peuple camerounais a eu à le plébisciter le 8 octobre 2018 à l'élection présidentielle. Arrivé au point de chute, la jeunesse de la région de l'Ouest a exprimé sa fierté d'appartenir au Cameroun à travers l'expression corporelle au rythme des chants patriotiques. Le nouveau maire de la ville de Manfé s'appelle Prisley Achou Odjong. Le nouvel exécutif communal s'engage notamment à rebâtir les infrastructures détruites du fait de la crise sociopolitique. Le premier magistrat de Manfé entend également combattre l'idéologie séparatiste. Plus de détails avec Cathy Nandjou de CRTV Sud-Ouest. Le département de la Magno est l'une des localités du sud-ouest qui aura le plus subi les affres de la crise sociopolitique qui a frappé la région. Pour le maire, l'heure est venue de tourner cette page triste et de redonner à Manfé Central son visage d'antan. Je remercie toute la population de Manfé pour la confiance qu'elle m'a confiée et je m'engage à faire tout de mon mieux pour répondre à leurs attentes. Le nouvel exécutif municipal a déjà une idée sur les axes prioritaires de sa mandature, à savoir la reconstruction des infrastructures détruites, l'approvisionnement en eau potable et le désenclavement à travers l'entretien routier régulier, entre autres. Le nouveau maire du comté, sous la collaboration des populations, pour mener à bien ses projets de développement dans sa circonscription. Âgé de 35 ans, Achou Prisley Odjong est natif du village Echobi. Il est marié et père de 4 enfants. Ernest Timothée Abomo est le nouveau maire de la commune de Yokadouma pendant que Hervé Simoriri II prend les rênes de la mairie de Garigombo dans la région de l'Est. Ces élections ont été marquées par un climat quelque peu électrique
Elles ont été coordonnées sous le regard bienveillant de l'autorité administrative. Georges Alain Eyango de CRTV Est. La commune de Yokadouma tient son nouvel homme fort pour les 5 années à venir. Le désormais ex-receveur municipal Ernest Timothée Abonor obtient 37 voix sur 41 en jeu contre 4 bulletins nuls. Une élection pourtant tenue sous fond de tension, la faute à la résistance des conseillers municipaux, notamment face à la candidature déclarée du maire sortant Richard Gaston Metindi Sassabeno, du préfet Valérie Norbert Kouela de la Bumba Ngoko pour sa part, se met en marche des tractations politiques pour rester conforme aux dispositions du code électoral. La famille communale RDPC parvient dans la foulée à convaincre le maire sortant de Yokadouma de retirer sa candidature. Un champ libre, tout bénéfique au candidat Ernest Timothée Abonor. On a aussi assisté à un retrait de candidature à Gari-Gombo, où les pourparlers ont tout de même duré près de 2 heures de temps pour convaincre le maire sortant Simon Kala, vomi par une bonne partie de la population locale. Madame la Présidente, Monsieur le Préfet, et j'invite mes camarades conseillers municipaux qui ont la détermination de venir me supporter que je retire ma candidature. Les votes convergent dès lors vers le jeune diplomate Hervé Simon Morideux de Bingué, élu avec 22 voix sur 25 sollicités. Issu de toutes les sessions de plein droit tenues dans la Bumba Ngoko, l'autorité administrative fait tout de même un rappel à l'ordre du point de vue légal. Quand pour convaincre et faire mieux que leurs prédécesseurs, les élus locaux de la Bumba Ngoko sont déjà de plein pied dans leur mandat. Pour la première fois, un parti d'opposition prend le contrôle de la commune de Maroua 2e. Abdoulaye Sinélé du FSNC est le nouveau maire de cette commune. Un changement d'homme également à la tête de la mairie de Maroua 3e avec l'élection de Amidou du RDPC. Les précisions avec Abdoulaziz Amadou de CRTV Extrême Nord. Une grande première à Maroua 2e. Pour la première fois, un parti politique de l'opposition prend les rênes de cette commune. Abdoulaye Sinélé, tête de liste du FSNC au municipal, a été élu maire avec 29 voix sur 35 votants. Il succède à Abdoulaye Yerima Bakari du RDPC, membre de ce nouveau conseil avec 5 autres de ses camarades. Qu'ils sachent qu'aujourd'hui, ils ont un nouveau maire. Et ce nouveau maire est un technocrate et non un bureaucrate. Et donc, nous serons à l'écoute de la population sur tous les plans. La commune d'arrondissement de Maroua 3e connaît elle aussi un nouveau maire. Amidou Aïdou, opérateur économique et unique candidat en lice au cours de cette session de plan droit qui a connu la participation de 33 conseillers, a obtenu 31 voix. Parmi ses adjoints, 2 issus de l'opposition, notamment un de l'ANDP et un autre du FSNC. Présent à ces travaux, le préfet du Diamaré, Jean-Marc Ekouambarga, a salué l'esprit démocratique qui a animé l'ensemble des conseillers municipaux. Rose Ngassa est désormais le maire de la commune de Tombel dans le département du Coupé-Manegouba, région du sud-ouest. C'était au cours de la session de plein droit qu'a présidé le préfet du dit département. Le nouvel exécutif communal devra veiller à l'accès aux services sociaux de base par les populations de Tombel. Plus de détails avec Michel Renaud Ouandja. Les populations de Tombel dans le Coupé-Manengouba voudraient voir leurs conditions de vie améliorées à travers l'exécutif municipal. Parlant des travaux de la session de plein droit dans cette commune, sous la supervision du préfet Jean-Marie Tchakoui, 26 conseillers sur les 35 présents ont accordé leur confiance à Rose Ngassa, réélu pour la circonstance. Le comité central du RDPC était représenté par Agnès Toubenjok et Michael Mbom, respectivement mandataires et chargés de mission. L'élection de Rose Ngassa est la matérialisation de la démocratie au sein du conseil municipal d'Ntombel. Comme défi, Rose Ngassa aura également pour mission de moderniser les infrastructures de communication et l'agriculture, source génératrice de revenus dans cette commune. Le coronavirus n'est plus très éloigné du Cameroun. Un cas vient d'être confirmé au Nigeria voisin. La pandémie se propage à une vitesse qui inquiète. Le bilan actuel fait état de près de 3000 décès et plus de 80 000 cas dans le monde. Le cas notifié dans un pays frontalier au Cameroun sonne l'alerte de la mise en place d'un dispositif coriace capable d'y faire face. Quelles sont les mesures prises jusqu'ici par le gouvernement? Je vous propose d'écouter le ministre de la Santé publique, approché par notre reporter Lucie Colette-Avoulou. Un cas confirmé au Nigeria, à Lagos, et lorsque
Nous avons des pays voisins comme le Tchad, comme le Nigeria. Quand ils sont en épidémie, on se considère aussi en épidémie immédiatement au Cameroun et nous déclenchons le plan de riposte. Nous avons demandé à nos collaborateurs de se déployer déjà au niveau des postes frontières. Nous donnerons le matériel nécessaire parce qu'il faudrait à ce niveau aussi, que ce soit à pied, que ce soit par voie maritime, qu'on ait au moins des thermoflash pour pouvoir contrôler la température, contrôler qui vient et puis leur donner des fiches pour qu'ils puissent également remplir ces fiches-là. Ce n'est pas une maladie qui est censée se traiter dans toutes les formations sanitaires. Et donc si vous sentez d'ailleurs une toux, une grippe, des difficultés respiratoires et que vous soupçonnez le coronavirus, n'allez pas à l'hôpital. Formez le 15-10. À Yaoundé, nous avons formé un ensemble de formations sanitaires, mais celle qui est dédiée à la prise en charge et qui a de salles d'isolement, c'est l'hôpital central de Yaoundé. Nous avons à Douala la Kentini qui a également du personnel formé. Si vous partez aujourd'hui à l'aéroport de Simalène ou à l'aéroport international de Douala, vous ne pouvez pas traverser cette zone-là sans être screené pendant au moins 5 minutes. Et donc, nous avons un dispositif que nous avons mis en place aujourd'hui de manière à contrôler la température de chaque voyageur. Hors des frontières nationales, d'abord la propagation du coronavirus et l'Afrique qui est touchée avec le Nigeria, l'Algérie et l'Égypte. L'Égypte, orpheline cette semaine de l'ancien président Hosni Moubarak. Autre actualité marquante, le sommet des chefs d'État du G5 Sahel en Mauritanie. Le tour d'horizon de l'actualité internationale avec Eric Laounahouna. Le nouveau coronavirus poursuit sa course folle à travers le monde. Parti de l'Asie, plus aucun continent n'est épargné. Après l'Italie où il est entré en Europe, l'Afrique à son tour a été frappée de plein fouet via l'Algérie, l'Égypte et désormais le Nigeria voisin. Avec un bilan de plus de 81 000 contaminations et 2 761 morts de par le monde, la cote d'alerte est atteinte. En Égypte, une page se tourne. Celui qui a été le visage du pays 30 ans durant s'est éteint. L'ancien président Hosni Moubarak est décédé mardi à l'âge de 91 ans à l'hôpital militaire Gala au Caire. Pas facile d'accorder ces violons en Guinée-Conakry dans la perspective des scrutins législatifs et référendaires du 1er mars. La tension est montée d'un cran au sein des formations politiques. Après le retrait des observateurs internationaux, c'était au tour de l'opposition de brandir la menace du boycott. Tir groupé des leaders du G5 Sahel contre le terrorisme. Ils se sont réunis mardi dernier dans la capitale mauritanienne. C'était dans le cadre du 6e sommet à eux dédié. La zone des 3 frontières, cible fréquente des attaques, était principalement à l'ordre des débats. Et comme tous les vendredis, nous vous proposons dans notre agenda culturel de la musique à Douala et à Buea avec notamment l'artiste nigériane du gospel Adaïdim, de la comédie également au programme, mais aussi diverses projections cinématographiques. L'agenda culturel du week-end, Alex Kokola. Une fin du mois culturellement garnie. L'humour ouvre le bal du week-end. Ulrich Takam, Moustique le charismatique et bien d'autres comédiens vous feront craquer ce soir dans un spectacle au Club Cantel de Bépanda à Douala. Toujours dans la capitale économique, du cinéma au programme. Sam Sam est sur grand écran demain samedi à Canal Olympia de Douala à partir de 20h. Dans la galette musicale, le Cameroun est honoré. La méga artiste nigériane de gospel, Ada Ehi, est à l'instant même au Molicom Sport Stadium de Buea, avant de rejoindre le public de Douala demain samedi dans la salle Canal Olympia de Bessengue dès 16h. De quoi clôturer son week-end avec ce tapis rouge, également déroulé pour la diva de Bikoti, Coco Argente, qui se produira au Club Cantel de Bépanda ce samedi avec des artistes bien connus, notamment DJ Djarben, et ce, à partir de 19h.
Amusez-vous bien. Excellent week-end. Bon week-end, Alex. Ce télégramme officiel du président de la République du Cameroun, son Excellence Paul Biya, à son Excellence Abdel Fattah al-Sisi, président de la République arabe d'Égypte au Caire. Monsieur le Président et chers frères, j'ai appris avec regret le décès de M. Hosni Moubarak, ancien président de la République arabe d'Égypte. Je salue la mémoire de celui qui présida pendant de longues années aux destinées de l'Égypte. Avec la disparition de M. Hosni Moubarak, l'Égypte et l'Afrique perdent un grand leader. Je vous adresse en cette douloureuse circonstance ainsi qu'à sa famille et à la nation égyptienne mes sincères condoléances. Veuillez agréer, Monsieur le Président et chers frères, les assurances renouvelées de ma très haute considération, signé Paul Biya. Voilà qui met donc un terme au 20h30. Madame, Messieurs, journal préparé avec la collaboration de Franck Evina, Alex Kokola et Mariam Mazou. Prochain rendez-vous avec l'information sur cette antenne, ce sera à minuit. Vous serez en compagnie de Georges Marcel Messila et de Gilbert Onguené. Prenez rendez-vous juste après ce journal, la communication gouvernementale, le point de presse du ministre de la Communication. Mesdames, Messieurs, votre fidélité nous honore. Bonne soirée à tous.